Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence de présentation des résultats de la 4e édition du baromètre. Déjà 4 éditions. Ça fait 7 ans que l'autre cercle a lancé un baromètre pour pouvoir mesurer l'impact de la charte d'engagement LGBT+. Et on est ravis, très heureux et un petit peu surexcités à l'idée de vous présenter ces résultats. Ça fait 9 mois qu'on travaille sur ce projet. Et on a hâte, comme je vous le disais, de vous présenter les grands enseignements, les indicateurs clés qu'on a sélectionnés pour vous. Avant de commencer, je vais inviter Pierre Weiss et Sylvie Recorbet d'Alliance pour ouvrir notre conférence. Vous pouvez les applaudir. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans nos murs. Je suis Sylvie Recorbet, je suis en charge de diversité, inclusion, marque employeur et QVCT pour Alliance France, ce qui a complètement du sens. Alliance France, c'est une entreprise engagée depuis de nombreuses années sur les thématiques de la diversité, en menant des actions de formation, de sensibilisation. Nous avons aussi des réseaux d'échange et de co-développement pour nos collaborateurs. Et nous avons aussi, en appui de toutes nos politiques, notre groupe Alliance, qui est aussi très porteur de toutes les thématiques de diversité et inclusion. Dans le cadre aussi de nos actions, nous avons le soutien de notre top management. Et donc, en l'occurrence, nous avons Pascal Tébé qui est dans la salle avec nous et qui représente la France au niveau du groupe pour pouvoir passer tous les messages qui sont utiles à nos collaborateurs. Et nous avons Pierre Weiss qui est avec nous aujourd'hui, puisque depuis le début de l'année 2024, c'est notre nouveau sponsor pour la thématique de l'orientation sexuelle et des identités de genre. Merci Pierre d'être avec nous. Merci beaucoup Sylvie. Merci Sylvie. Bonjour à tous, ravi aussi d'accueillir ce bel événement et assez excité effectivement de voir les résultats. Donc effectivement j'ai la joie d'avoir repris cette responsabilité depuis le 1er janvier et je pense que ce baromètre illustre très bien justement la direction dans laquelle on veut aller. Je pense que le baromètre il amène beaucoup de valeur d'une part parce que il permet de mesurer, c'est quand même l'intérêt d'un baromètre, et de mesurer, alors sans dévoiler ce que vous les présentez après, mais de mesurer a priori des progrès. En tout cas il y a des bonnes nouvelles dedans, donc c'est toujours bien de voir qu'on peut aller dans la bonne direction. Le baromètre c'est aussi une flèche, donc ça pointe un peu vers là où on veut aller. Et l'autre point important pour moi dans le baromètre, c'est que ce qui remonte du baromètre, c'est aussi des situations très concrètes. C'est des situations très concrètes qui sont positives, mais c'est des situations très concrètes qui sont négatives. Et je pense que la manière de faire bouger les choses, c'est certes de valoriser les comportements positifs, mais c'est aussi de rappeler de manière systématique les comportements qui ne sont pas acceptables. Et le fait d'avoir ce baromètre et justement des comportements concrets qui remontent auxquels on n'aurait pas forcément pensé par défaut, permet ensuite, dans la parole du top management, dans la parole du management, de rappeler, encore une fois de manière régulière et systématique, qu'il y a des situations, qu'il y a des comportements qui ne sont pas acceptables, et c'est aussi la bonne manière, je pense, de faire changer les choses. Donc nous sommes vraiment ravis d'accueillir cette édition de présentation. Et merci à vous, on peut les applaudir. Merci beaucoup Alliance de nous soutenir et de nous faire profiter de ce magnifique auditorium pour l'événement. On est vraiment ravis d'être là. Pour pouvoir continuer sur nos sponsors, je vais inviter le délégué interministériel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Monsieur Olivier Klein. Merci. Alors, je ne me sens pas tout à fait sponsor, mais partenaire pour le moins. Monsieur le Président, cher Florian, Madame l'ex-présidente, je ne la vois plus. Ah, pardon. Sylvie, Madame la porte-parole, chère Catherine, Mesdames et Messieurs. Juste quelques mots pour laisser évidemment la présentation qui est le moment le plus important. D'abord pour vous redire à quel point l'autre cercle est un partenaire extrêmement important de la délégation interministérielle que j'ai l'honneur d'animer, parce que votre rôle est déterminant. Lutter
contre la haine anti-LGBT dans l'entreprise est vraiment quelque chose qui compte. Et ce partenariat, il est fort, il est sur la durée, puisque nous avons avec vous une convention pluriannuelle d'objectifs et nous y tenons beaucoup. Une de mes premières sorties, si j'ose dire, comme délégué interministériel, c'était au Grand Rex lors de la présentation des rôles modèles, et qui était un moment important avec beaucoup de monde et à juste titre beaucoup de monde. Nous sommes partenariats d'un certain nombre de vos parutions, nous sommes partenaires de votre charte d'engagement avec les employeurs, votre plateforme employeur, et vraiment, je crois à ce partenariat. Nous croyons à ce partenariat avec Madame la ministre Aurore Bergé, et ce que vous faites aujourd'hui avec ce baromètre qui sort tous les 2 ans est extrêmement utile, parce que on ne peut pas lutter si on n'est pas capable de quantifier et de connaître. Et vraiment avoir ce baromètre qui montre, et j'espère qu'il montre que les choses avancent, progressent, eh bien, nous permet de mieux travailler. Il est dans le sens du plan que la DILCRA conduit, de pouvoir quantifier et qualifier la haine LGBT, et quantifier et qualifier ce que l'on peut faire de mieux, parce que bien évidemment il ne s'agit pas toujours de haine, mais parfois de discrimination en le sachant ou en ne le sachant pas. Tout le monde n'est pas Monsieur Jourdain et tout le monde ne fait pas de la prose sans le savoir, mais vraiment, je crois beaucoup, et d'ailleurs les médias s'en font écho, et ce baromètre est attendu, et je crois sera extrêmement utile. Vous le rappellerez peut-être au moment du baromètre 2024, mais en 2022, près d'un quart, 24% des personnes LGBT disaient avoir été victimes ou ou témoins d'une discrimination ou d'une violence liée à leur orientation sexuelle dans l'entreprise. Donc ce chiffre était extrêmement important. Je ne sais pas ce que dira le baromètre 2024. Je n'ai pas eu l'honneur de le dévoiler, d'avoir été dans les personnes qui le connaissent aujourd'hui, mais on ne peut pas se satisfaire d'un chiffre aussi important. En 2024. J'espère que ce chiffre aura changé, on verra. En tout cas, vous pourrez compter sur la DILCRA pour faire progresser ces chiffres. La discrimination et les violences subies au travail sont insupportables pour toutes les raisons qui sont celles conduites par la DILCRA, le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT. C'est pour ça qu'on va nous aussi travailler à tester, à quantifier pour avoir des éléments de combat de ces discriminations. Et je crois vraiment que la charte que vous portez, la charte d'engagement que vous portez, l'utilisation des rôles modèles, l'utilisation des alliés est extrêmement important. Bien évidemment, le monde du travail n'est pas le seul champ dans lequel la DILCRA œuvre. Nous travaillons beaucoup avec l'ensemble des associations pour intervenir dans l'école, dans les lycées, dans les collèges, dans l'université pour lutter contre la haine LGBT. J'avais ce matin avec Léo Vanni qui est par là. Nous avons reçu ce matin Johan Lemaire qui dirige l'association Foot Ensemble et qui nous a raconté ce qui lui est arrivé dans un lycée de Troyes ces derniers jours, où il intervient régulièrement pour lutter contre l'homophobie dans le sport, et les réactions des élèves extrêmement violentes l'ont amené pour la première fois en 15 ans qu'il fait ce type d'intervention à quitter la présentation qu'il faisait devant l'opposition des élèves. Et il m'est arrivé, alors moi je n'ai pas quitté, mais il m'est arrivé il y a quelques jours une expérience assez semblable dans un collège que je ne citerai pas, où j'ai vu à quel point, contrairement à ce que parfois on peut penser quand on habite les beaux quartiers, eh bien à quel point l'homophobie était encore extrêmement présente dans les têtes, et que ce combat était extrêmement important, et vous pouvez compter vraiment sur la DILCRA pour être, comme vous le dites, à la fois un rôle modèle et un allié pour combattre l'homophobie et les haines LGBT. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le délégué interministériel. On arrive enfin à la présentation des résultats. Effectivement, on n'a rien dévoilé. On a essayé de garder tout sous embargo pour que vous en ayez la primeur. Il y a quelques articles de presse qui sont tombés depuis ce matin, une trentaine, quelques interviews radio. Catherine et moi, on a essayé de se relayer pour
essayer de diffuser au maximum ces enseignements. On va passer une petite heure et demie ensemble, peut-être même 1h15, puisqu'on a déjà passé une quinzaine de minutes, en 2 temps forts. Le premier temps fort, c'est un premier échange où on va présenter avec Monsieur François Cros de l'IFOP les résultats de cette 4e édition. On va les commenter, on va les analyser ensemble. Et du coup, sans transition, François, est-ce que tu peux me rejoindre ? Merci François d'avoir accepté de venir présenter cette 4e édition. Il y a un micro ici. Tiens, je te le passe. On va répondre à plusieurs questions. On va répondre à la première question, c'est quel est l'objectif de ce baromètre ? Pourquoi on a lancé un baromètre ? Et surtout, quelles sont les nouveautés et les grands enseignements de ce baromètre 2024 ? Et du coup, sans transition, je vous propose de découvrir le premier enseignement de cette 4e édition. Oui, alors bonjour à tous, bonjour à toutes. L'intérêt cette année, c'est non seulement que la consultation a été extrêmement large, on a eu environ 50 000 réponses dans les 80, environ 80 organisations signataires, donc c'est un record, c'est un véritable succès, on est content, mais en plus, on a mis en place cette fois-ci un échantillon national représentatif de plusieurs milliers de salariés français, dont 1000 LGBT+. C'est la plus grosse enquête auprès d'un échantillon national représentatif. L'IFOP, le fonds recherche de l'IFOP, a participé à ce financement, car ce qu'on voulait, c'était que pour la première fois, l'intégralité des indicateurs de ce baromètre de référence que vous mettez depuis des années avec talent et détail et aussi souci, c'est aussi un élément de nouveauté. On a mieux pris en compte certains plus des LGBT comme les pansexuels ou les asexuels qui pour des questions d'historique dans le passé avaient du mal à être intégrés. Bref, on a quelque chose qui pour la première fois repose sur des données représentatives dans le cadre d'un échantillon national représentatif de salariés LGBT, ce qui est extrêmement complexe, on va dire, et coûteux à constituer. On le voit d'ailleurs sur les chiffres qui sont derrière nous. À peu près 9000 salariés ont été interrogés par l'IFOP pour avoir un échantillon représentatif de 1027 LGBT+, et un peu plus de 43 000 répondantes sur la consultation auprès des signataires, qui représentent presque 7000 LGBT+. En termes d'évolution, donc on l'a vu, on est arrivé à 43 000. Il faut quand même noter cet engagement de plus en plus important des employeurs pour pouvoir participer à ce baromètre. On a commencé timidement avec 7 000 répondantes. On était déjà extrêmement satisfait de ce chiffre. Et vous voyez que d'édition en édition, on arrive à obtenir une reconnaissance et une mobilisation accrue de la part des employeurs qui nous permettent d'avoir des statistiques. Et c'est de ça qu'on va parler tout de suite. Premier enseignement, on a décidé de découper, pour vous raconter une histoire, ces enseignements suivant 4 axes. Avec François, on va vous présenter les 3 premiers. Et le premier, c'est la perception des questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre dans le monde du travail. François, peux-tu nous détailler le premier enseignement, s'il te plaît ? Ah oui, je dirais que le climat au travail autour des sujets liés à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre n'a jamais été aussi progressiste, en tout cas dans les déclarations, c'est important, hein. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a, je dirais, une atmosphère LGBT-friendly dans son entreprise qui est très largement partagée par les salariés français. Vous avez les 3/4 qui considèrent que leur propre organisation, entreprise ou établissement public est, on va dire, bienveillante à l'égard des LGBT. Mais attention, il y a toujours certains secteurs du salariat qui sont un peu plus, on va dire, critiques, notamment, en gros, dans les secteurs à forte dominante masculine. On pense par exemple au BTP, à l'industrie, ou alors au transport, et plus largement chez les ouvriers manuels qui sont, on le sait, constitués pour l'essentiel d'hommes. On a vu aussi un taux d'adhésion. On a été agréablement surpris de ce taux d'adhésion. Est-ce que tu peux nous commenter ce taux d'adhésion sur la question d'actualité qui proposait 6 items assez novateurs? Oui, alors cette LGBT-friendly d'atmosphère, elle va de pair avec un consensus de plus en plus large sur les grands enjeux sociétaux d'inclusivité, qui sont souvent des sujets, on le voit par exemple aux États-Unis, il y a des questions extrêmement polémiques, comme je sais pas, par exemple les toilettes pour les trans, enfin il y a des sujets comme ça qui sont régulièrement activés par certains polémistes, et on le voit encore hier
sur l'affaire, la critique sur la question de la GPA, l'affaire de l'animateur Beaugrand. Vous avez vu la sortie de Marion Maréchal sur Où est la mer. Vous voyez, donc sur quelques questions comme la GPA, qui est pourtant depuis quelques années soutenue majoritairement par les Français, on voit qu'on a toujours des offensives dans le débat public sur ce sujet. Et ben, ce qui est positif pour les associations comme les vôtres, c'est qu'il y a quand même un soutien massif du salariat français pour l'égalité des droits parentaux pour les collègues qui ont fait une GPA à l'étranger. Donc là-dessus, on a un chiffre de 87%, c'est quand même massif, c'est quelque chose qui est intéressant à retenir. Et sur la question trans, qui est toujours, vous savez bien, dans le milieu politique, celle qui agite le plus les réseaux sociaux et les chaînes d'infos, on voit aussi que là, vous avez les 3/4 quand même des salariés français qui soutiennent l'utilisation par les collègues trans ou non-binaires des toilettes du genre auquel il ou elle s'identifie. Donc là aussi, on a quand même un soutien assez massif et qui est quand même plutôt positif. Par contre, si vous regardez la dernière mesure d'inclusion qu'on a testée, qui est la question d'afficher son pronom de genre, par exemple sur les mails, là on n'est qu'à 60% environ d'adhésion. C'est majoritaire, c'est bien, mais là on a le sentiment que pour beaucoup, c'est parfois une rupture de la frontière entre le public et le privé, entre le perso et le pro, et ça peut être perçu par certains comme une forme de militantisme qui pour beaucoup n'a pas lieu d'être dans l'entreprise. Donc on voit qu'il y a quand même un soutien assez massif du salariat français qui, attention, est un salariat. Donc on n'est pas sur l'ensemble des Français, il n'y a pas les retraités, les personnes âgées. Vous savez que c'est dans cette catégorie de la population française qu'on a les personnes les plus réticentes globalement envers l'égalité des droits, mais il reste quand même toujours un souci sur notamment le vocabulaire, l'affichage, l'écriture inclusive ou les pronoms de genre. Deuxième enseignement, là où on voit qu'on a effectivement une sorte de perception positive de la part des employés françaises et français, on se rend compte que le climat est cependant moins favorable pour les employés transgenres et non-binaires, et donc sur les questions liées aux identités et aux expressions de genre. On le découvre ici, on a à peu près 5-6% d'employés françaises et français qui seraient mal à l'aise face à un coming out lié à l'orientation affective, là où on est plutôt à 21-16% lié à un coming out par rapport à l'identité de genre. Donc c'est un vrai bémol sur la perception. Comment tu l'analyses ? Vous avez vu je dirais le succès entre guillemets, en tout cas autour du livre de Stern et de Moutot, là, Transmania, qui vient de sortir. Bien sûr, tout le monde le sait, aujourd'hui, la question de la transidentité, de la non-binarité, c'est le cœur, le noyau dur du halo des discriminations LGBT-phobes. C'est le nouveau combat, même si les autres ne sont loin d'être finis, mais c'est lui qui est encore le plus clivant et qui rencontre le plus d'hostilité. On le voit. Les gens admettent, c'est aussi bien qu'ils l'admettent, aussi, qui sont mal à l'aise face à quelqu'un qui leur annoncerait qu'ils sont trans ou non binaires. C'est une proportion qui est bien sûr plus forte chez les salariés plus âgés, plus masculins, qui ont un niveau de formation et de diplôme moins élevé. Mais globalement, si on voit le verre à moitié plein, on voit aussi qu'il devient marginal sur la question des gays ou des lesbiennes, et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être au moins positif. Tout à fait, tout à fait. On vient de voir les perceptions des questions LGBT+ dans le monde du travail. Donc effectivement, une opinion peut-être moins favorable sur les questions d'identité et d'expression de genre. On nous a souvent posé la question lors des interviews, pourquoi ? Et ma réponse, c'est qu'effectivement, la question d'orientation affective, c'est quelque chose qui est complètement invisible. Quand on arrive au travail, le fait qu'on soit en couple avec une personne de même sexe, ça ne se voit pas, de même genre, pardon, ça ne se voit pas au travail. Par contre, l'identité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. C'est être soi au travail, c'est entre guillemets... c'est de l'affirmation de soi, et c'est très important que les employeurs de France puissent poser un cadre qui soit inclusif, et on le verra en dernière partie. Deuxième batterie d'enseignement, c'est le climat. On vient de voir la perception des Françaises et des Français. Maintenant, comment ça se passe quand on regarde la réalité du terrain ? Et vous allez voir que pour les personnes LGBT+, la réalité est tout autre que cette perception positive. Premier enseignement, François. Oui, c'est la fameuse insulte LGBT-phobe qu'on mesure depuis des années, auquel d'ailleurs les journalistes sont toujours friands, mais ce qui est important, c'est que
malgré l'évolution des mentalités sur le sujet, on a une majorité des salariés LGBT qui ont déjà entendu des expressions, des insultes comme enculé, PD, travelo, etc. Sur le lieu de travail. Hein. Voilà, on n'est pas au bar avec 2 degrés dans le nez. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? On est quand même sur le lieu de travail. Donc, c'est toujours préoccupant d'avoir ce type de chiffres. Et ce qui est intéressant aussi, bien sûr, c'est que c'est nettement plus ressenti et identifié par les salariés LGBT, mais ça on le voit pareil quand on mesure les discriminations auprès des musulmans, auprès d'autres minorités. On est toujours beaucoup plus sensible, on retient beaucoup plus quand on est soi-même concerné par un dérapage de ce type. Donc effectivement, des expressions LGBT-phobes qui perdurent. On voit cette différence de sensibilité entre les personnes LGBT+, et les personnes non LGBT, on a l'impression qu'ils banalisent en fait les expressions puisqu'ils ne les entendent pas. Deuxième enseignement, c'est au niveau des discriminations, François, encore très présentes. Oui, alors là, on est sur quelque chose d'encore plus profond, hein, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est, est-ce que, au fait, votre orientation sexuelle, votre identité de genre a pu jouer un frein concret dans votre carrière, que ce soit au niveau de l'embauche, des promotions, des rémunérations. Et là, on a une proportion globale d'un LGBT sur 4 qui déclare avoir déjà été victime d'une discrimination de ce type. C'est de manière, on va dire, relativement stable. Je dirais que ça stagne, c'est stable, ça se tasse. Si ça se tasse et que ça se confirme dans les années prochaines, c'est plutôt positif. Mais c'est loin d'être encore, on va dire, une révolution. Donc disons que ce qui est positif, c'est que ça augmente pas. Et donc, espérons y voir l'action de tout l'ensemble du secteur sur ce type de discrimination intolérable. Du coup, ça répond à la question tout à l'heure du délégué interministériel, monsieur Olivier Klein. On est sur la même stabilité de chiffres par rapport à 2022. Si on focus un peu au niveau de ces discriminations, on se rend compte qu'elles sont presque multipliées par 2 lorsqu'on regarde pour les personnes non binaires et transgenres. Donc on est dans les mêmes proportions, j'ai envie de dire, de agression, sur discrimination sur ces populations liées à leur identité de genre. Et l'autre, c'est par rapport au type de profession dont on a parlé, effectivement. Je ne sais pas si tu veux le détailler. Oui, là, on le voit, hein, c'est encore là aussi plutôt les ouvriers hein, qui sont beaucoup plus victimes de ce type de discrimination que les cadres. Et c'est aussi lié en général, hein, je vous dis, à un niveau de masculinité, d'ambiance très mono-genrée et aussi de niveau de formation et de diplôme qui est spécifique à certains secteurs de type industrie, BTP ou construction. Mais ce que je retiendrai aussi pour cette question trans, hein, qui est quand même un des grands enseignements transversals qu'on obtient complètement. Dans toute l'enquête, c'est que ce que payent en fait les trans et les non-binaires, c'est la transgression de la norme de genre, notamment sur le plan vestimentaire ou stylistique, et que ce sont les hommes qui disent qu'ils ont une apparence féminine ou les femmes qui ont une apparence masculine qui sont les plus discriminés, qui sont les plus insultés, qui sont les plus menacés dans tous les domaines. Et ça, on voit bien que ce qui est accepté, ce qui est de plus en plus accepté, en gros, c'est la sexualité qu'on ne veut pas voir. Mais ce qu'on voit à partir du moment où on une sorte de trahison, non pas de classe, mais de genre qui vous a été assigné, c'est pour beaucoup quelque chose qui suscite encore de l'hostilité, voire des agressions. Et donc c'est pour ça que dans toute l'enquête, les trans et les non-binaires sont toujours les plus victimes. Et c'est là qu'on voit que la pédagogie et la sensibilisation vont devoir être accentuées pour pouvoir faire évoluer les mentalités sur ces sujets. Troisième enseignement sur le climat au travail. Donc je vous disais la réalité d'un climat relativement LGBT-phobe, c'est au niveau des agressions qui sont persistantes et toujours préoccupantes. François, est-ce que tu peux nous détailler cet indicateur ? Alors oui, disons que ce climat plus en plus progressiste, hein, on l'a dit en tout cas dans les déclarations, il est quand même, il va de pair avec un certain recul ou une certaine stagnation, on va dire, des discriminations et des agressions envers les LGBT. Vous voyez, les flèches sont toutes pointent toutes vers le bas. Notamment, on a quand même un recul assez significatif, moins 4 points, des actes de violence physique, comme les gifles ou d'agressions sexuelles qui sont liées à l'identité de genre ou à l'orientation sexuelle. Bon, alors attention, hein, parce que notamment dans les salariés qui sont en contact avec la clientèle, ils sont souvent surexposés
notamment les femmes qui ont des tenues légères ou à qui on impose au fait tout un certain habit et compagnie. Là, on a toujours des personnes qui sont beaucoup plus victimes d'harcèlement sexuel, de moqueries ou voire de violences de tout ordre. Mais on va dire que la tendance est plutôt à la baisse et ça, c'est quand même un élément positif. Effectivement, on voit que les actes graves, dits graves, sont plutôt à la baisse. Au niveau des moqueries, des propos désobligeants, on est plutôt en stagnation, puisqu'au final, on est à 28% de personnes LGBT+, contre 30% en 2022. Ça reste relativement stable. Et effectivement, si maintenant on rentre dans un focus, on reste sur notre focus lié à orientation affective d'un côté, identité de genre, on voit que les personnes transgenres et non-binaires sont plus sujettes à agression. On voit presque 10 points supplémentaires au niveau de l'indicateur. Et tu le disais tout à l'heure sur les LGBT victimes, la notion d'apparence aussi est très importante et très, je dirais, source d'agression. Là où on voit que 68% des hommes d'apparence dite féminine, qui se définissent comme d'apparence féminine, contre 28% pour les hommes qui se définissent d'apparence masculine. L'écart est frappant et même édifiant, j'ai envie de dire. Continuons nos enseignements sur le baromètre. J'espère que pour le moment, vous arrivez à digérer tout ça. On a essayé de faire en sorte qu'il y ait le moins de chiffres possible. On va passer à la troisième dimension, la dimension qui est souvent l'indicateur qui est le plus attendu, le plus regardé. Alors on a fait exprès de le mettre en troisième pour que vous écoutiez bien jusqu'au bout. La visibilité des personnes LGBT+ au travail, comment ça se traduit en 2024 et aussi avec une perspective. Comment ça évolue, François, depuis presque le premier baromètre, depuis 2018 ? Oui, alors c'est quand même, là aussi, je dirais, le troisième grand enseignement de l'enquête, c'est qu'on a une amélioration significative de la visibilité des LGBT salariés au cours, on va dire, des 8 dernières années. On atteint un taux de 60% qui se déclarent visibles auprès de leurs collègues. Et ça progresse aussi, mais de manière un peu moins forte, pour ceux qui sont visibles auprès de leurs supérieurs hiérarchiques directs. Voilà. C'est quelque chose qui est intéressant et qui est à remettre dans un contexte aussi, on l'a vu à l'époque de la réforme du Pacs, du mariage pour tous. On avait déjà un effet un petit peu, la législation évoluant, les mentalités ensuite évoluent parce que, au fait, ça légitime des modèles qui sortent de la norme hétéro-cisgenre et qui fait que ça les banalise à la fois dans la société et dans le monde du travail. Et donc on se rend compte que après la PMA, après les dernières avancées, on l'a vu aussi sur la GPA ou d'autres, on se rend compte que on a une acceptabilité croissante de l'homosexualité, de l'homoparentalité dans la société française. C'est quelque chose de fond. On l'a vu avec un Premier ministre gay qui est le premier de l'histoire. Ça a été un non-sujet pour la plupart des journalistes et des politiques. Est-ce qu'on aurait dit ça il y a 15 ans ? Bien sûr que non. Donc on voit bien que ces évolutions dans le monde politique, dans la société, ça se traduit aussi par le sentiment que les LGBT peuvent être plus visibles, plus facilement visibles dans leur milieu professionnel. On n'est pas dans une révolution, on est dans une amélioration et qui nécessite de rester prudent. Les choses doivent être confirmées par les prochaines enquêtes et on voit bien aussi que vis-à-vis des supérieurs, on reste quand même sur quelque chose qui est minoritaire. Donc on est plutôt visible auprès de quelques collègues dont on a confiance, mais on est encore loin d'être visible partout. On sait bien que le critère central, c'est est-ce que c'est une entreprise qui est LGBT friendly ? Est-ce qu'il y a des sanctions, des recadrages et des personnes qui sont elles-mêmes visibles qui me permettent de l'être ? Voilà. C'est vrai que ça fait partie des choses, des nuances qu'on apporte quand on parle de visibilité. 6 LGBT sur 10, on pourrait dire que c'est une très belle évolution. Pour autant, quand on regarde la situation au niveau du niveau hiérarchique, on a vraiment une vraie différence de perception. 49% des employés sont visibles auprès de leur manager. Et quand on regarde pour pouvoir accorder des droits, accéder à des droits, à qui il faut que les personnes se tournent, c'est quand même auprès de leur manager pour pouvoir activer des congés, pour pouvoir activer un certain nombre de choses. Donc, ça reste quand même un enseignement, je dirais, mitigé pour la visibilité. Un petit focus aussi la visibilité. Donc tu l'as dit, effectivement, on se rend compte que plus l'entreprise est considérée comme LGBT friendly, plus la visibilité est meilleure. 75% des employés dans les organisations très friendly sont visibles, là où ils ne sont que 52% auprès de leurs collègues dans les organisations qui ne sont pas réputées comme friendly. Et au niveau des types de professions, on revient aussi sur cette
il y a dichotomie entre ouvriers et cadres. 64% des cadres sont visibles contre 51% des ouvriers et des ouvrières. Deuxième enseignement, les raisons de cette invisibilité, François. Oui, ça c'est aussi des questions que c'est la première fois qu'on les mesure dans le cadre d'un échantillon national représentatif, et on a bien sûr toujours le critère qu'on voit un petit peu comme une forme d'autocensure, enfin de volonté de ne pas que son entourage professionnel le sache. On considère en gros que c'est du privé, c'est de l'intime et que ça doit pas se savoir. Et pour le reste, il y a quand même un climat global qui favorise pas ce genre de choses. Ensuite, la peur de faire l'objet de moqueries, de jugements négatifs. Bref, on a quand même globalement des freins qui pèsent toujours et qui peuvent être intéressants. Il y a quand même un élément qui a l'air d'évoluer sur le fait de ne pas apparaître comme militant. Avant, c'était quelque chose qui me semblait être plus élevé. Là, ça arrive vraiment en bas. Donc, on voit bien que maintenant, s'afficher, c'est pas forcément pour les LGBT, en tout cas, qui ne le sont pas, forcément faire du militantisme. Ça me rappelle une petite anecdote. Quand je me suis rendu visible près de mon employeur il y a une dizaine d'années, on m'a dit « Ah, mais tu es visible parce que tu es militant ». Je dis « Ah bon, bah non, je vais juste me marier, donc j'ai le droit de parler de mon mariage ». Et c'est vrai que cette autocensure est très présente tant que les collaborateurs et collaboratrices ne sont pas face à l'activation de leurs droits. Et donc, tant que cette situation n'est pas sur le devant de la scène, ils peuvent rester dans cette forme d'autocensure assez présente et prédominante, comme on le voit. Troisième enseignement, quelles sont les conséquences de cette invisibilité, François ? On a des stratégies, on va dire, d'éviction de tout un ensemble d'événements, de sociabilité professionnelle ou professionnelle privée, comme au fait des événements, comme des invitations à dîner chez les uns chez les autres, ou alors des soirées professionnelles diverses et variées. Et là, on voit encore là aussi que on a bien sûr la première chose, c'est je dis pas le genre de mon conjoint ou de ma conjointe. Il y en a même qui vont jusqu'à renoncer d'indiquer le nom de leur conjointe sur la mutuelle ou sur la personne à prévenir en cas de danger. C'est quelque chose quand même qui est important. Mais là aussi, vous voyez que les réponses sur les non-binaires et les trans sur les trans sont toujours les plus élevées. Donc c'est cette catégorie-là de LGBT qui est la plus à même à se cacher. Et du coup, effectivement, qui ont tendance à plus renoncer que les autres typologies de personnes LGBT+, donc liées à l'orientation affective. Des renoncements très présents, mais encore plus de renoncements pour les personnes non-binaires et transgenres. On arrive à la fin de ces enseignements sur ces trois premières dimensions. Si on devait conclure, François, avant que j'accueille nos trois autres intervenantes pour parler de la quatrième dimension. Alors moi je conclurai en disant que quand même les choses vont plutôt dans le bon sens. La question de l'indicateur de visibilité, il monte, il s'accompagne, il va de pair avec on va dire un progressisme sur les questions, les enjeux de société d'inclusivité qui est de plus en plus consensuel, on va dire, et aussi une certaine, je parlais de stabilité, je dirais de tassement des discriminations, des agressions, vous le voyez sur les agressions physiques. Donc on a le sentiment, je dirais que globalement, dans le contexte actuel sociétal, post-MeToo, de nouvelles révolutions féministes, il y a aussi le MeToo gay, enfin vous voyez, on a tout un ensemble une véritable révolution culturelle qu'on observe depuis au moins une demi-douzaine d'années, qui est quand même majeure et qui, à mon sens, porte ses fruits progressivement dans le monde du travail. Et ça se traduit quand même par cette hausse de la visibilité. Mais on a bien vu qu'elle n'est pas pour tout le monde, notamment pour les trans et les non-binaires, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a toujours, en fait, quand même, entre un quart à un tiers des LGBT qui, sur tous les indicateurs, discrimination, insultes, non-visibilité, souffrent au quotidien des discriminations. Donc, c'est pas parce que les choses ont l'air d'aller mieux qu'il n'y a pas un énorme travail encore à faire pour améliorer les choses. Merci beaucoup François, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup pour ces enseignements très enrichissants. Je vous ai promis 2 séquences, on vient de terminer la première, on a parlé de comment ça se passe pour la moyenne des Françaises et des Français dans le milieu professionnel. On va passer à la deuxième séquence où on va regarder quel est l'impact de l'engagement des employeurs et notamment chez les signataires de la charte d'engagement LGBT+. Et donc pour analyser, décortiquer, témoigner ces chiffres, je vais inviter Caroline Courtin, directrice diversité, égalité, inclusion de BNP Paribas, Anelsa Midlars, chef du bureau égalité, diversité, handicap au sein de la DRH, et Catherine Tribon, notre mythique porte-parole nationale et co-responsable du pôle employeur. Venez.
Venez me rejoindre. Alors je vais me décaler pour vous laisser de la place. Et les micros sont ici. Ouais, c'est plutôt une bonne idée, comme ça, sous les photos. Ah non, Catherine ne veut pas. Bah, je voulais en dessous les photos, c'était plus simple. Même si, bon. Tiens. Ah, bon, je vais me mettre là, c'est très bien. C'est très bien, je viens à côté de toi, Caroline. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation pour pouvoir commenter les chiffres de ce baromètre édition 2024. Est-ce que déjà, par rapport aux chiffres qu'on vient de présenter, Catherine, est-ce que tu es surprise? Quelle est ton analyse, toi qui travailles sur cette thématique depuis de nombreuses années, que ce soit en plaidoyer et aussi dans le cadre de ta posture en tant que au niveau de la signature de charte et au niveau du pôle employeur, ton réaction à chaud, j'ai envie de dire. Alors, elle est un peu moins chaud après un certain nombre d'interviews, faut reconnaître, hein, comme avec Julien, Guillaume, André, là, toute la bande, toute la team qui a bossé sur ce baromètre. Moi, je suis surprise de 2 chiffres. Le premier, c'est effectivement la visibilité qui s'affirme un peu plus, même si, comme tu l'as rappelé François tout à l'heure, on est d'abord visible à quelques collègues en qui on a confiance, mais pas au point effectivement d'aller vers son N+1, et c'est quand même moins de la moitié qui ose être visible, simplement pas de son N+1. C'est la constance quand même de propos et comportements discriminants qui perdurent. Beaucoup moins, effectivement, dans le panel des signataires de la Charte d'engagement LGBT+, là où il y a une politique inclusive, mais malgré tout, il y a quand même des comportements inappropriés. On va le voir. Et des propos. On va le voir juste après. Et puis, voilà, la question, effectivement, des droits parentaux, qui pour moi est une vraie évolution. C'est-à-dire que la GPA est un irritant, comme on dit en philosophie, en politique, qui sert beaucoup en ce moment sur la campagne électorale des européennes. Dans les faits, 9 Français sur 10, et 9 Français sur 10 trouvent que c'est normal que les collègues qui ont un projet des GPA, soit de couple gay, soit de couple hétéro, vous savez, les couples hétéros qui font un choix de GPA pour un certain nombre de raisons, de contraintes et autres, considèrent que c'est normal qu'ils aient les mêmes droits parentaux, même si, officiellement, c'est pas reconnu par la loi, par la France. Donc là, je trouve ça plutôt positif. Et puis, maintenant, sur les employeurs s'engagent, je vais te laisser dérouler les choses. Hein. Tout à fait. Passons au 4e axe. Je vous ai promis 4 axes. Entrons dans la 4e dimension, celle de l'impact de l'engagement des employeurs. Comment ça se passe chez les organisations signataires de la charte? Je vous disais en introduction, 43 252 répondants et répondantes. Découvrons les chiffres ensemble. Premier enseignement, on voit que l'engagement a un impact direct et positif sur la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, et la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail. Si on regarde déjà la perception des employés françaises et français, on a parlé tout à l'heure de 77%, cet indicateur passe à 93% pour les organisations signataires, soit 16 points de plus entre la moyenne des Françaises et des Français et les employés des organisations signataires. On voit la différence aussi en dessous dans le zoom entre personnes LGBT+, et non LGBT+, qui sont 94% pour les non LGBT et 87% tout de même pour les personnes LGBT+. Autre indicateur, la visibilité, plus 7 points de visibilité dans les organisations signataires. On est à 67% de visibilité auprès des collègues pour les employés des organisations signataires de la charte. Et je vous parlais tout à l'heure de la différence de visibilité entre les ouvriers, les ouvrières et les cadres. Là, c'est assez notable. Les ouvriers et les ouvrières étaient à 51%. Ils passent à 69%, si je vois bien, dans les organisations signataires. Donc, l'impact semble assez direct et positif. Deuxième enseignement, toujours sur les indicateurs. Qu'est-ce qui se passe sur les discriminations et les agressions? Sur les discriminations, c'est 5 points de moins en moyenne. 20% des personnes LGBT+ ont connu. Alors on ne peut pas se satisfaire de ce niveau, ça reste d'un niveau élevé, mais on voit quand même qu'il y a moins de discrimination de la part de la direction. Vous le voyez aussi dans les proportions de victimes. Les indicateurs, les histogrammes jaunes sont quand même bien en dessous des histogrammes bleus. Et si on regarde au niveau des agressions, là on va zoomer sur un acte d'agression qui est relativement grave, c'est les agressions physiques, où on est à 3% dans les organisations signataires contre 12% en moyenne France, donc 4 fois moins dans les organisations signataires. Donc comme je vous disais, on ne s'auto-congratule pas sur ces chiffres qui restent quand même très élevés, mais on a quand même des signaux
particulièrement positif sur ces indicateurs. Pour ma première question, je vais me tourner vers vous, Caroline Courtin, donc directrice diversité, égalité et inclusion de BNP Paribas. Je retrouve là. Est-ce que vous pouvez nous parler justement, on parle d'engagement d'employeurs, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, chez BNP Paribas, il me semble que ça date pas d'hier. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide historique de comment ça s'est passé chez BNP? Alors bonjour à tous et à toutes et merci aussi de m'accueillir sur cette table ronde. Alors nous, on a signé la charte en 2015, donc ça fait presque 10 ans maintenant. Quand on a signé cette charte, en fait, on avait déjà des réseaux de collaborateurs, notamment aux États-Unis et en Angleterre. On est présent dans une 60aine de pays. Et quand l'autre cercle a lancé la charte en 2013, finalement, on a un certain nombre de collaborateurs et de collaboratrices qui sont venus exprimer en France des difficultés au RH pour dire voilà, nous c'est compliqué et pourquoi pas signer cette charte. Donc la direction générale a regardé et puis elle s'est dit bah oui, pourquoi pas. Voilà, Catherine était là, donc je pense qu'elle s'en souvient bien. Et en fait, cette information a un peu fuité, d'abord on la gardait pas particulièrement secrète. Et quand elle a commencé à fuiter, en fait, on a été inondé de mails, notamment la boîte mail du DRH et de notre directeur général, qui ont reçu plus de 10 000 mails avec des propos particuliers, assez violents à lire. Je pense qu'ils l'ont exprimé au moment de la signature, des propos LGBT-phobes. En fait, de mails de personnes qui ne comprenaient pas, qui ne partageaient pas le fait qu'une entreprise puisse s'engager sur une inclusion étendue à l'orientation sexuelle. Voilà, c'était pas concevable et donc ils exprimaient et elles exprimaient le fait que c'était pas concevable. Parfois, certains propos étaient haineux. On a eu des menaces de fermeture de comptes bancaires. Voilà, donc tout ça a évidemment secoué l'organisation puisque cette vague est rentrée, cette vague de haine dont parlait Olivier Klein tout à l'heure est rentrée massivement dans l'organisation. Et en fait, elle a du coup contraint, par vent violent, la direction générale à affirmer, à exprimer des convictions de manière très forte, très claire et sans ambiguïté, et de le faire de manière publique. Et ça a été un moment... on a re-signé la charte en 2022. Voilà, on avait des collaborateurs, dont certains sont dans la salle, qui étaient présents en 2015 et qui... je le dis, ont écrasé une petite larme, quoi. On a tous écrasé une petite larme parce que ça a été un moment finalement très fondateur où l'entreprise s'est sentie soudée sur ce sujet et soudée face à des attaques, voilà, qu'on a pris de plein fouet. Alors c'était en 2015. Voilà. 9 ans se sont écoulés. 9 ans se sont écoulés. Le temps a passé, les esprits se sont apaisés. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on n'a en tout cas aucune... on regarde cet événement comme un événement effectivement très fondateur, mais à aucun moment on a été ébranlé. Et on a d'ailleurs eu beaucoup de retours très positifs de collaborateurs, de clients qui ont affirmé qu'ils étaient très fiers de ce choix qu'a fait l'entreprise à l'époque. Mais c'est vrai que ça n'a pas été un choix... ça a été un choix simple, ça a été un choix clair, mais ça n'a pas été un choix qui serait, je pense... Enfin, on voit la progression par rapport justement l'évolution des mentalités. À la nomination de Gabriel Attal. Voilà, à l'époque, le fait qu'une entreprise s'engage n'allait pas de soi du tout. Pionnier sur le sujet. Anelsa Midlars, les ministères sociaux, il me semble que ça fait déjà la 3e édition que vous participez au baromètre. Pourquoi vous avez décidé de vous embarquer dans cette démarche depuis 3 éditions, justement? Oui, bah effectivement. Donc les ministères sociaux sont engagés depuis 2018. Tout simplement parce que le baromètre de l'autre cercle est un outil important pour nous pour disposer de données sur la situation des agents LGBT+, donc au sein des services, et puis également pour objectiver leur ressenti et la perception des agents non LGBT+, donc au sein des collectifs de travail.
Donc d'année d'édition en édition, cette enquête est de mieux en mieux connue, donc avec un taux de participation de 14% cette année, contre donc 8% en 2022, puis un peu plus de 9% en 2020. Faut noter qu'en moyenne, on est à peu près à 5%, 5-6% de participation. Voilà, donc j'ai bien relevé que ce taux de participation était assez notable. Et pour autant, donc la LGBT-phobie au sein des ministères sociaux est aussi sous-estimée, voire méconnue, puisque 43% des agents LGBT+ disent avoir entendu en 2022 des expressions LGBT-phobes, contre 19% d'agents non LGBT+. Donc ce qu'on retrouvait tout à l'heure dans les chiffres indiqués. Donc l'un des enjeux de cette continuité, donc d'édition en édition, c'est précisément de rendre visible auprès des quelques 20 000 agents que comptent les ministères sociaux, donc ce que vivent les agents LGBT+, et puis amener l'ensemble des agents à se poser des questions et les bonnes questions. Donc cette démarche, plus globalement, s'inscrit dans le cadre d'un engagement ancien des ministères sociaux dans la lutte contre les stéréotypes, les discriminations et pour l'égalité professionnelle, puisque nous avons obtenu le label AFNOR Diversité en 2012, puis en 2018 le label Égalité professionnelle. Depuis, ces deux labels ont été renouvelés et donc, qui plus est, fin 2023. Cette volonté d'exemplarité des ministères sociaux en tant qu'employeurs s'entend aussi au regard des politiques publiques que nous conduisons dans les champs précisément du travail, de la santé et des solidarités. Et s'agissant plus précisément de l'inclusion et de l'égalité des droits des agents à raison de leur identité de genre ou de l'orientation affective, l'ensemble des actions que nous déployons sont structurées au sein de plans, donc plans nationaux, qui était un plan LGBT+, pour la période 2012-2018, et puis qui depuis a été intégré dans un plan plus large, plan cadre diversité pour la période 2023-2025, et qui est vraiment décliné au sein de chaque service, donc administration centrale, et puis chacun des services déconcentrés du ministère. Justement, si on voulait rentrer concrètement dans les actions, ça veut dire quoi un employeur qui s'engage? Quelles actions vous avez menées depuis quelques années? Oui, alors depuis quelques années, et puis pour les actions les plus récentes, depuis un an, depuis le printemps 2023, la première action a été de rechercher à identifier et prendre en compte les réalités, les besoins des services, donc notamment au moment de la diffusion du plan cadre diversité à l'été dernier, en leur demandant d'élaborer très précisément des plans d'action, des feuilles de route pour donc inscrire très concrètement les grandes orientations de ce plan national. Et pour cela, nous nous appuyons sur une trentaine de référents diversité qui sont dotés d'une lettre de mission signée par le chef de service et qui sont structurés au sein d'un réseau que le Bureau Égalité, Diversité, Handicap, dont j'ai la responsabilité, anime, professionnalise, donc en mettant à disposition des ressources, des appuis méthodologiques et puis des actions de sensibilisation et de formation. Très concrètement, avec l'association interne LGBT+, des ministères sociaux, diversité sociale, nous avons élaboré un guide des bonnes pratiques LGBT pour les référents, pour leur permettre d'élaborer leur plan d'action. Donc, nous favorisons précisément l'intervention de diversité sociale, donc auprès des référents, auprès de l'ensemble des agents. Donc, cela s'est traduit par des projections débats, donc organisées à la fois sur les sites parisiens et puis au sein des régions, et toujours en lien avec nos référents que nous efforçons donc d'activer au maximum possible. Et puis nous allons, à leur attention, déployer très prochainement un parcours de formation qui leur sera complètement dédié. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez d'autres actions à proposer? Eh ben, allons-y, voilà, des actions. Deuxième type d'action, c'est cette offre de formation. Donc c'est justement c'est la DRH des ministères sociaux qui s'est emparée du marché interministériel de formation qui porte sur l'acquisition, l'objectif de meilleure connaissance des valeurs de la République, donc laïcité, égalité, diversité et puis handicap également. Et au sein de cette offre que nous avons ouverte fin 2023,
donc qui est très étoffé. Nous proposons des actions nouvelles spécifiquement portant sur donc l'accueil d'agents, le management d'équipes au sein desquelles composé donc d'ensemble d'équipes diversifiées. Et puis précisément, nous avons souhaité là aussi coller au plus près des besoins de professionnalisation et des contraintes de public cible. Donc, je pense aux professionnels RH, aux managers, à l'encadrement supérieur, donc en proposant des formats vraiment très diversifiés et des contenus également très adaptés. Et puis, un troisième type d'action, c'est le soutien, le portage politique, managérial au plus haut niveau, donc de la part de nos instances dirigeantes. Donc, avec très concrètement, le 17 mai 2023, la signature par monsieur Olivier Dussopt, alors ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, de notre convention de partenariat avec notre association interne LGBT+, et puis donc assortie d'un certain nombre d'actions que nous avons donc mises en œuvre au bénéfice des agents et notamment à l'époque du ministère du Travail. Et puis pas plus tard que donc en janvier dernier, dans la quinzaine qui a suivi son entrée en fonction, la resignature par Madame Vautrin, donc ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, de la charte d'engagement de l'autre cercle. Et puis maintenant, donc, ce qui est organisé très régulièrement, ce sont des rencontres entre les associations LGBT+ partenaires des ministères sociaux et les comités de direction, donc auprès du secrétaire général, des directeurs donc de politique publique en administration centrale, mais également auprès des secrétaires généraux et des directeurs des directions régionales, et puis aussi des agences régionales de santé qui relèvent de notre ministère. Et puis une dernière action très concrète, c'est le journal interne, donc diffusé auprès des 20 000 agents, et là aussi des interviews croisées entre eux, donc Catherine Tripon, notre association interne, et puis le secrétaire général, la directrice des ressources humaines, pour donc donner le tempo et donner à voir l'engagement dans lequel nous sommes donc résolument actifs. Merci beaucoup. On a vu donc effectivement un certain nombre d'actions récurrentes qui perdurent dans le temps. Je vais me tourner vers vous, Caroline. Même question. Quelles actions concrètes BNP a mis en place depuis le début de cet engagement ? Alors nous, on a effectivement des actions un peu similaires, mais peut-être si je veux les singulariser. D'abord, la première chose qui a été posée en 2015, après la signature, c'est la création du réseau Pride France, puisqu'on en avait déjà aux États-Unis et en Angleterre. Aujourd'hui, on en a 32 voilà, dans le monde, qui se réunissent d'ailleurs tous les mois. Donc on a un vrai groupe très international. On se réunit tous ensemble à peu près tous les 18 mois. Physiquement, donc la dernière fois c'était à Madrid, on était une centaine, avec un réseau Pride en Inde par exemple. La dernière marche des fiertés en Inde, c'était plus de 1000 collaborateurs qui ont participé à des conférences chez nous. Donc voilà, c'est important que ce soit pas uniquement un sujet qui soit porté en France. Vous me disiez aussi que la prochaine est en Pologne, c'est ça? Alors normalement oui, on est en train de l'organiser et on sera accueillis à Varsovie. Donc voilà, ça c'est important pour nous que ce soit porté d'un point de vue monde et pas uniquement France, puisqu'on est un groupe international. Et donc dans les actions, c'est de travailler ensemble. Moi je travaille pas toute seule. On a aussi des correspondants diversité, mais je travaille beaucoup avec les réseaux de collaborateurs. On a beaucoup travaillé avec l'autre cercle. On a beaucoup travaillé aussi avec d'autres entreprises parce que c'est en travaillant ensemble qu'on arrive à faire de l'inclusion. Moi je peux pas savoir toute seule quels sont les besoins des différents. Enfin on parlait de la transidentité, de la non-binarité. C'est des sujets voilà, il faut aller vers l'autre et savoir si ça correspond à ce qui est attendu. Donc, on travaille beaucoup avec nos réseaux de collaborateurs. On fait, toutes les sensibilisations qu'on réalise, on les co-construit ensemble et on les fait tout au long de l'année. Donc, typiquement, depuis le début de l'année en 2024, on a fait une sensibilisation sur le sexisme où on a
travaillé avec Pride, parce que c'était important de parler du sexisme d'un point de vue autre que l'hétérosexisme hétéronormé. On voit beaucoup le sexisme dans une vision très hétéronormée, donc on a souhaité que Pride participe à cette vision moins hétéronormée du sexisme. Et puis la dernière qu'on a eue, voilà, je dis Martine parce que Martine est là, c'est mon ado change de genre, mon entreprise m'accompagne. Voilà, et ça, on a eu le témoignage d'une collaboratrice qui a parlé de la transition de son adolescent. Donc ça fait partie des conférences que l'on peut réaliser aujourd'hui. On n'a pas commencé par ça en 2015. Voilà, oui. on a la maturité sur le sujet a fait que vous aviez pu embarquer ce sujet-là. La signature de la charte, finalement, ça a été une vraie rampe de lancement. Mais au départ, on a beaucoup parlé de coming out, par exemple. Ça, on a fait beaucoup coming out, famille homoparentale. Pourquoi voilà. on parle de sujets dans le milieu professionnel? Exactement. Pourquoi c'est important d'en parler dans le milieu professionnel? On avait beaucoup d'exemples autour de la machine à café. J'arrive le lundi matin, je raconte mon week-end. Moi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'étais au mariage de ma fille. Et est-ce que je peux continuer en disant et les mariés étaient très jolis ou pas? Voilà. Donc ça, c'est important. C'est important aussi, on a un réseau de collaborateurs et je les remercie sincèrement parce que vraiment, grâce à eux, on arrive à énormément progresser sur ces sujets. On a un réseau qui est très ouvert avec une co-animation femmes-hommes. Voilà, on a 2 co-animateur-trices depuis le départ. Hein. On a un réseau qui est doublement animé femmes-hommes et on a au sein des membres du bureau des parents, des frères, des sœurs, des hétéros qui ont des collègues LGBT+. On n'est pas du tout sur un réseau fermé, c'est un réseau très ouvert. Et puis peut-être 2 actions rapidement. Nous, on a souhaité aussi s'engager, on s'est engagé depuis 2020 sur toutes les familles, la parentalité pour toutes les familles. Donc on parlait de GPA, mais on s'aperçoit qu'il y a aussi d'autres catégories. Il y a des histoires d'adoption, enfin voilà, ouais, il y a vraiment beaucoup de choses, de tuteurs. Enfin, quand on réfléchit un peu, la vision là aussi très hétéronormée d'une mère et d'un père. Et d'ailleurs, on parle beaucoup du congé paternité. Je rappelle que c'est le congé paternité et d'accueil de l'enfant, oui, puisque les femmes peuvent aussi prendre ce congé. Et donc, on a souhaité mettre en place dans notre accord diversité en 2020 un congé de 30 jours rémunéré, voilà, à 100%, qui peut être pris par le second parent qui n'a pas, à partir du moment où il n'y a pas un congé long d'adoption ou maternité qui permet d'accueillir l'enfant dans les meilleures conditions. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, des collaborateurs qui, par exemple, feraient appel à la GPA peuvent avoir jusqu'à 2 mois payés par l'entreprise pour accueillir leur enfant. Et puis, la dernière action que je voudrais peut-être citer, c'est d'abord, là, je suis employeur, mais on dit aussi banquier. Et donc, en tant que banquier, on a à cœur d'avoir finalement des produits qui sont à l'image de nos clients. Et on a aujourd'hui 2 types de cartes bancaires dans notre filiale Nickel et puis chez BNP Paribas où vous pouvez personnaliser votre prénom comme vous le souhaitez. Voilà, sans avoir un justificatif type carte d'identité ou passeport. Et donc, on a une personnalisation du prénom pour les personnes qui en ont besoin. Et en fait, statistiquement, on s'aperçoit qu'on a quand même pas mal de clients et de clientes qui personnalisent un prénom qui ne correspond pas au prénom qu'ils ont sur leur état civil. Voilà. Merci beaucoup, Caroline, pour ces actions très concrètes. Je note quand même, Catherine, que les marronniers LGBT ne sont pas limités au 17 mai. Merci beaucoup pour cette précision, puisque ça, c'est un engagement qui doit durer toute l'année, un peu comme le 8 mars. C'est pas que le 8 mars, la journée des droits des femmes, c'est toute l'année. Je ferme la parenthèse. On va terminer par les 2 derniers renseignements qu'on va commenter, si tu m'autorises, Catherine, de te solliciter. On a parlé d'action aujourd'hui. Qu'est-ce que les LGBT+ attendent dans l'enquête, les LGBT+ non visibles? Donc on l'a vu, une garantie d'un recadrage ou de sanctions pour avoir un environnement qui prône zéro tolérance sur la LGBT-phobie au sens large. Donc pas de propos LGBT-phobes, pas de propos biphobes, pas de propos gayphobes, pas de propos transphobes.
autant de signaux forts pour se rendre visible. Le deuxième, c'est la signature d'une charte. Donc, on est assez surpris. Alors, il n'y a pas que la charte de l'autre cercle, bien sûr. On n'est pas parti pour signer 3 400 000 chartes, Catherine. Mais pour autant, c'est quelque chose qui est attendu de la part des personnes non visibles aujourd'hui pour pouvoir lutter contre les discriminations liées à l'orientation affective et l'identité de genre. La sensibilisation de l'ensemble du personnel, mais également la formation de l'encadrement qui se doit d'être exemplaire, ce qu'on appelle la ligne managériale, et la prise de parole de la direction réalisée par les supérieurs hiérarchiques. L'impact direct de la charte, on l'a mesuré donc depuis la première édition, où on était 25-27% des collaborateurs, collaboratrices dans les organisations signataires qui avaient perçu comme un impact positif pour se rendre visible, la signature de la charte. Ils sont aujourd'hui 33% d'employés dans les organisations signataires et 37% qui pensent que ça a permis de se rendre visible. Catherine, comment tu peux commenter ces chiffres, toi qui as lancé la charte en 2013 avec Accenture, cette évolution de ces 11 dernières années? Je pense que c'est un tout. Hein. Tu évoquais effectivement le 8 mars. C'est comme la Saint-Valentin. Hein. C'est bien, on fait le dîner à deux avec le bouquet de fleurs, mais Saint-Valentin, c'est toute l'année. C'est pas que le 14 février. Normalement. Hein. Un conseil. Il n'y a pas de message codé pour Catherine. Non, du tout. Okay. Non. Ma Catherine le sait très bien. En revanche, c'est un travail répétitif. C'est-à-dire que la diversité, tout comme l'inclusion, d'ailleurs, ça ne se dégrade pas, ça se construit durablement. Et donc, il faut apporter les preuves. Je t'aime, et il faut aussi le dire et le prouver. Et donc, c'est ce travail de fond, la présence CODIR, l'intervention chaque année. OK, au moment du dossier mémorial du 17 mai, on fait quelque chose. On sanctionne et on le fait savoir. On ne dévoile pas le nom de la personne sanctionnée, mais on le fait savoir. On remet le sujet sur la table dans les COMEX et dans les CODIR, c'est important. Nous, on a imposé ça sur la signature de la charte. Il y a une intervention à partir d'une certaine taille, obligatoire en comité de direction, comité exécutif. Parce que ce sujet doit être porté, il faut que les gens comprennent qu'on appelle ça une charte d'engagement, parce qu'on n'est pas label AFNOR, donc on ne peut pas auditer, sinon ça vous coûterait beaucoup plus cher. Mais en revanche, on regarde un certain nombre de pratiques et on voit ce qui est fait, ce qui devrait être fait, et comment nous on peut accompagner par les sensibilisations de l'autre cercle, par le pôle conseil et formation, etc. etc. Mais il y a plusieurs éléments qui sont importants au-delà de la visibilité qui est le point nodal. Visibilité pour faire partie du corps social, pour activer les droits ou pour alerter quand il y a un dysfonctionnement d'un collègue, d'un supérieur hiérarchique, d'un client ou d'un fournisseur. Mais c'est aussi l'enjeu, moi je mets du point de vue de l'employeur, il y a un enjeu de marque employeur. À un moment donné, on ne peut pas se dire politique RSE, objectif de développement durable, entreprise engagée, politique inclusive, et qu'à un moment donné, ces critères-là ne soient pas traités de la même manière, même si parfois c'est plus complexe. Il y a aussi pour moi, un élément important en termes d'impact, c'est le turnover. Moi, je me souviens, il y a 10-15 ans, certains qui nous disaient, même si je suis chassé ailleurs en tant que consultant, je reste là où je suis, parce que je sais que d'abord je suis visible, et je n'aurais pas besoin de refaire un coming out ou de prendre le risque de rencontrer quelqu'un. Ou alors, s'il y en a même dans la boîte où je suis aujourd'hui, je sais que la personne sera recadrée. Et pour moi, c'est un vrai point en moins. Après, il y a le côté business. Je disais, Caroline, tout à l'heure, effectivement, voilà, on a aussi des banquiers, donc la carte de crédit qui peut être personnalisée. Attendez, c'est génial. Tu m'as demandé tout à l'heure quels étaient les chiffres. Je n'ai pas voulu remettre une couche sur la réalité des personnes transgenres et non-binaires. Mais là, on a un vrai gap qui se voit beaucoup plus, puisque en plus, il y a moins de complexité pour les personnes homosexuelles, lesbiennes ou bisexuelles. Mais le côté business, c'est aussi les relations avec les partenaires commerciaux. Ça commence à venir, on en parlait déjà au précédent livre blanc en 2014, mais en matière de fonds de pension, en matière de gestion, vous avez un certain nombre de personnes qui feront des choses aussi, de gestionnaires de fonds, qui sont éthiques en la matière. Et la partie éthique, c'est pas simplement pas travailler des enfants, une politique environnementale relativement décarbonée, etc., etc. C'est aussi des sujets de cette nature. Et c'est vrai qu'en mieux disant financier constant, peut-être qu'on choisira à un moment donné une entreprise qui aura une vraie politique inclusive visible. Parce que c'est en cohérence avec sa propre entreprise, puisque soi-même, en tant qu'entreprise, on est engagé. Donc on regarde aussi dans l'écosystème s'il y a de la cohérence. Puis la cohérence, c'est aussi d'accompagner le réseau sous-traitant fournisseur, de descendre effectivement ces engagements et accompagner, comme sur les questions d'égalité femmes-hommes, comme sur les autres critères d'ailleurs, bien évidemment, ou les questions environnementales. La RSE, c'est ça aussi.
c'est aussi embarquer son écosystème à être plus vertueux. Voilà, donc c'est mon avis, on le mesure un peu mieux, et je pense que si on continue à faire ce travail réel sur l'inclusion des personnes transgenres et non-binaires, un guide qui va sortir bientôt, on reverra dans 2 ans quand on va remesurer, plus un off que je n'évoque pas ici, puisque l'autre cercle ne fait pas de lobbying, mais fait de l'influence positive et insuffle des bonnes pratiques, des bonnes idées pour faire évoluer le système de l'intérieur. Et j'espère que sur les questions de transidentité, on arrivera dans les 2 années qui viennent à obtenir sur lequel nous travaillons depuis quelques années maintenant, parce qu'on est quand même, et je terminerai pour moi là-dessus, on est en 2024. On est juste en 2024. Ce sujet ne devrait plus être un sujet global. Qu'on traite des dysfonctionnements, il y aura toujours des gens racistes, antisémites, sexistes, LGBT-phobes. La question, c'est que dans le cadre du travail, qui est le seul endroit qui est safe aujourd'hui, on a quand même plus de 28% d'augmentation des violences à l'encontre des personnes LGBT+, dans le rapport de sexe-homophobie, et plus les réseaux sociaux, qui sont extrêmement violents. Le seul endroit qui est tenu aujourd'hui, où il y a des règles, où il y a des directives, où il y a un règlement intérieur, c'est le lieu de travail. Donc franchement, je n'ai pas envie de mettre encore 10 ans. D'abord, j'arrêterai. Ça fait longtemps que je suis là. Mythique, hein, c'est ça que tu as dit tout à l'heure. Hein. J'étais mythique. Hein. À se payer. Dans 10 ans, voilà, dans 5 ans, ce sujet, il doit être vraiment apaisé. Mais c'est important de le cranter fortement, et c'est là qu'on mesurera l'impact, parce qu'on vit dans des périodes incertaines en matière politique. On ne sait pas ce qui sortira au mois de juin des élections européennes à un tour. On ne sait pas de quoi demain sera fait aux prochaines élections présidentielles. Globalement, on se fait peur à chaque élection. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une versatilité des décisions politiques. Heureusement, pas trop d'effets rétroactifs des lois. Mais on le voit bien, même au sein de l'Europe, où des pays qui étaient très engagés lorsqu'ils ont rejoint l'Europe et qui sont devenus rétrogrades et condamnent et sanctionnent les personnes, pas les comportements, les personnes LGBT+. Il faut donc au moins sur le lieu de travail, on ait sécurisé fortement les process de manière à ce que, quelle que soit l'évolution des gouvernances, quelles que soient les évolutions politiques, au moins sur le lieu de travail, on soit à peu près serein. Et là, voilà, c'est du coup un peu mon postulat politique qui vient compléter. Je ne fais pas de politique en tant que tel, mais on fait de la politique, voilà, c'est la vie dans la cité, et on vit beaucoup d'incertitudes, des augmentations très fortes de violence, et une manière totalement débridée de balancer des choses épouvantables sur une catégorie de Françaises et de Français, que ça devient de la responsabilité des entreprises finalement qui compensent beaucoup de choses. Quelques carences au niveau de l'éducation nationale, les difficultés effectivement d'inclusion d'un certain nombre de populations issues des quartiers. À un moment donné, c'est l'employeur qui vient compenser des difficultés de l'État. Au moins sur ce sujet-là, sur les questions des libertés individuelles, sur la question des droits humains, qu'on arrive à au moins calmer le jeu et sécuriser véritablement sur cette période. Merci beaucoup Catherine Tripon. Je pense qu'on peut applaudir nos 3 intervenantes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour commenter. Catherine, si tu veux bien, je vais te garder avec moi et je vais tout de suite corriger, pas mythique, mais plutôt modèle. Parce que c'est comme ça que je te considère. Tu es un modèle pour moi, Catherine, par rapport à tout ce que tu fais sur le sujet. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu présente. Encore sur ce projet, depuis, ça fait 10 ans que l'autre cercle travaille sur ces sujets-là, en tout cas sur le baromètre, 7 ans. Bah, quand je t'ai demandé est-ce que tu veux travailler encore dessus, tu as dit mais oui, j'arrive. Donc merci beaucoup. Et je vais inviter maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. Vous aurez un petit cadeau en sortant parce que tous ces magnifiques enseignements qu'on vient de vous faire se retrouvent dans ce livret de synthèse qui sera distribué à la fin pour être sûr que vous ayez bien écouté. Vous pourrez vérifier que vous avez tout bien retenu. Et je vais inviter Guillaume Savoie, qui est co-responsable avec Catherine du pôle employeur, pour pouvoir poser les questions qui sont pour les personnes connectées, puisqu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées en live. Donc Guillaume, est-ce qu'on a des questions en live avant que... Du coup, la salle, échauffez-vous parce que ça va être votre tour après. Tout à fait, Julien. Merci. Première question. Comment explique-t-on que les personnes LGBT+, sont moins visibles auprès de leurs responsables hiérarchiques qu'auprès de leurs collègues, dans la mesure où les managers sont soumis à des règles de confidentialité auxquelles les collègues, en général, ne sont pas soumis? Est-ce que tu veux répondre, Catherine? En fait, ça ramène à la question des propos tenus à la machine à café. Ça commence par là. Si à un moment donné, vous entendez des propos déplacés, alors que d'abord les collègues ne disent rien, ou n'osent rien dire, ou ricanent, et que si votre N+1 est présent et ne recadre pas, vous n'allez pas bouger. Et la question effectivement de la confidentialité que tu évoques tout à l'heure, c'est la même question
sur le fait qu'aujourd'hui, un nombre trop important de personnes ne prennent pas leur jour pour leur mariage ou ne vont pas mettre leur conjointe ou leur conjoint sur la mutuelle ou comme contact en cas d'urgence. A priori, c'est totale confidentialité de la personne en charge de la partie RH, que ce soit une grande boîte ou que ce soit une PME. Donc, il y a ce problème de confiance. C'est pour ça que la question de l'inclusion, il y a une démarche d'allié, c'est d'être très expressif quand on est manager, de bien expliquer à son équipe qu'on soutient l'équipe, qu'on ne laissera passer aucun comportement discriminant, quels que soient les critères, évidemment, sur les deux qui nous préoccupent aujourd'hui. Et donc, voilà, il faut vraiment porter la charge de la preuve beaucoup plus, de manière à rassurer. Et quand effectivement ce pas est fait, alors le climat de confiance peut venir et en toute discrétion, la personne peut décider d'en parler, parce qu'une fois encore, il n'y a aucune obligation, aucune injonction à se rendre visible. Mais si on veut pouvoir le faire, il faut qu'on le fasse en toute confiance. Et il y a encore un cran à descendre. On forme beaucoup les filières RH, sensibilisation de cartes, etc. Mais le manager de proximité, on ne lui apprend pas forcément à gérer un conflit. Il peut ne pas avoir de problème avec le critère, mais il ne sait pas forcément comment gérer le conflit. Et c'est quand on ne gère pas un conflit que ça dérape et qu'après ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Merci beaucoup Catherine. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ou on continue avec les questions du live? Question dans la salle, il y a un micro qui circule. Il arrive. Je vais vous le passer en attendant. Tony. Bonsoir, merci pour votre présentation. Alors, il y a une question que je me pose. Quand on voit votre baromètre 2024, fort heureusement, on constate, dites-moi si je me trompe, une amélioration quand même, grâce notamment à l'action de l'autre cercle, de la situation des homosexuels, lesbiennes, etc., dans l'entreprise. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ne me semble pas que ce soit le même cas dans les enquêtes, baromètres qui peuvent être faits dans d'autres associations, telles que par exemple SOS Homophobie, où par contre, il est dénoncé une augmentation très sensible des actes homophobes, notamment des agressions. Les agressions, on a vu que ça passait de 14 à 10 dans le milieu professionnel chez vous, et dans le milieu hors professionnel, dans la société globale, il semblerait que les augmentations physiques, les agressions physiques augmentent très sensiblement. Alors bien sûr, il y a l'action de l'autre cercle, parfait, mais il ne me semble pas que ce soit la seule raison. Comment expliquer cette différence? J'ai une autre petite chose à dire. On a un ruban arc-en-ciel qui a été distribué et qui a eu un succès fou. Il ne me semble pas qu'il y a quelques années, le succès aurait été aussi important. Et je fais un petit appel d'ailleurs à l'entreprise, ce serait bien, parce qu'on nous le demande tout le temps, de financer à nouveau des rubans dans l'entreprise. Je ne vais pas m'engager pour le personnel d'Alliance, je ne sais pas si c'est prévu. Pour répondre à votre question... Alors, je n'ai pas, moi, parce que je l'ai filé hier à un collègue qui m'a demandé. Bon, écoutez, merci. Voilà, ils vont pouvoir vous en donner. Pour répondre à votre question, il faut effectivement comparer ce qui est comparable. Là, si on retient, du coup, vous pourrez voir sur la plaquette qui sera distribuée, on dit que la perception s'améliore, mais la réalité du terrain ne s'améliore pas. On a toujours autant d'actes, 3 LGBT sur 10 qui sont victimes, c'est pas un signal positif, pas du tout. On est quand même sur des chiffres qui sont préoccupants et qui sont persistants et qui nous interrogent sur le fait que qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus loin. La lumière au bout du tunnel, on l'a vu, quand les employeurs s'engagent, ça a un impact positif. Mais pareil, on ne se satisfait pas de ce niveau qui reste quand même très élevé. Si on compare par rapport aux autres enquêtes, les chiffres qui sont proposés par SOS Homophobie, ce sont des remontées de signalements qui sont faits par téléphone, par Internet, et on n'est pas sur des enquêtes comparables, puisque l'enquête qui est faite par l'IFOP, c'est une enquête qui est faite sur un panel représentatif de la population française et français. C'est un énorme boulot derrière pour pouvoir composer une enquête qui soit robuste, statistiquement parlant, pardonnez-moi pour le terme, mais pour pouvoir justement comparer des choses et affirmer des choses extrêmement fiables. Je ne sais pas si tu veux compléter. Je leur dis à chaque interview, c'est que c'est pas du tout incompatible d'avoir une amélioration de la visibilité dans une enquête effectivement sur un quota et selon effectivement des méthodes éprouvées, et qui est 28 ou 30% d'augmentation d'agression dans le rapport de SOS Homophobie, parce que il y a une violence débridée. La sphère publique, la chose c'est effectivement, même si on a doublé le nombre de violences, c'est un petit pourcentage, en tout cas, de ce qui apparaît. Le ministère de l'Intérieur, l'année dernière, avait expliqué que, en 5 ans, les agressions qui avaient été documentées au sein du ministère de l'Intérieur avaient doublé.
et en disant eux-mêmes qu'on était très loin de la réalité, puisqu'une majorité de personnes qui se fait agresser ou insulter ne va pas forcément porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Donc on peut avoir effectivement une réalité violente, et c'est justement parce que c'est violent dans la rue, c'est justement parce que c'est violent sur les réseaux sociaux, parce que c'est violent de la part de voisins qui vont détruire, abîmer effectivement votre jardin, etc. C'est parce que justement c'est violent dans la rue que le seul endroit où on tient la maison, on tient les rênes, c'est un endroit où il y a des règles. Et comme il n'y a plus de règles dans la rue, pardon de le dire, forcément, c'est la porte ouverte n'importe quoi. Et comme il n'y a plus de règles dans les propos d'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques, évidemment, on dérape totalement. Donc c'est tout à fait complémentaire. C'est justement parce que SOS Homophobie est une nécessité absolue, et ça fait 30 ans qu'ils continuent avec ce rapport, entre autres, et toutes leurs actions, qui montrent bien que cette violence, elle est toujours là, elle est sourde, ou elle s'exprime avec une totale décontraction, qu'il faut faire une totale étanchéité sur le lieu de travail pour au moins que ça ne rentre pas. Tout à l'heure, Caroline évoquait la vague. Bon, c'est le seul cas où je dis merci à la Manif pour tous. Parce que grâce à la Manif pour tous, ils ont été tellement excessifs qu'à un moment donné, ça a évidemment soudé l'entreprise, comme un seul homme contre effectivement ces 11 000 mails d'insultes que Jean-Laurent Banafé et Yves Marc Tranchard, le DRH de l'époque, ont reçus. Plus le fait, je crois qu'il a été traité de dépravé en arrivant à son bureau. Le DG d'une grande banque mondiale arrive à son bureau, rue Chaussée d'Antin, toc, 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 le lendemain matin, après la signature de la charte, et un type l'apostrophe et le traite de dépravé. Quand même, on montre bien qu'on est dans du total irrationnel, et que quand on est capable de ça, plus les violences qu'on a encore, voilà, quand un couple de garçons qui se sont fait agresser il n'y a pas longtemps, ça c'est une réalité, et ce n'est pas la majorité, mais en revanche, ces agressions augmentent, et il faut donc les sanctionner, il faut réussir à tenir, sanctionner. Puis il y a un travail de pédagogie, hein. Enfin, Olivier Klein l'avait dit tout à l'heure, on a un vrai sujet aujourd'hui d'intervention de footballeurs qui soutiennent effectivement les combats contre l'LGBT-phobie, qui à un moment donné, devant des élèves qui bloquent complètement, n'arrivent pas à aller plus loin. Donc on a une vraie fracture aujourd'hui, elle est existante. Le seul endroit où ça l'est moins, c'est le lieu de travail, et c'est pour ça, mais tout ça reste terriblement fragile, donc il ne faut absolument rien lâcher. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ou une question ici? Adrien. Merci, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais une question compte tenu des chiffres que vous nous présentez ce soir. Qu'est-ce que peut faire l'association L'Autre Cercle du coup pour aider les entreprises maintenant qu'on connaît ces chiffres-là? Merci. Il y a plusieurs actions. Je dirais les missions de L'Autre Cercle, c'est d'observer, d'attester. On vient d'en voir un exemple très concret, le baromètre, de proposer des données, un état des lieux de la situation pour que les employeurs puissent s'interroger sur qu'est-ce que je fais, comment je me positionne par rapport à ça. Ça, c'est la première mission. La deuxième, c'est d'accompagner les acteurs et les actrices du monde du travail. Et pour les accompagner, alors effectivement, il y a la signature de charte, mais la signature de charte, je laisserai Catherine en parler, c'est un engagement, on s'engage à faire des choses pendant 3 ans. Comment concrètement L'Autre Cercle peut aider? Alors, je dirais 2 niveaux. Les employeurs peuvent devenir adhérents, personnes morales de L'Autre Cercle, pour pouvoir accéder à un certain nombre de ressources. Cette magnifique plaquette de synthèse sera à disposition des employeurs adhérents, comme les guides, le guide Voilà, le guide sur la transidentité, ce nouveau guide qui va sortir. J'en parle pas plus puisqu'on a quand même un slide dédié dessus. Ça, c'est pour les employeurs qui veulent adhérer à L'Autre Cercle et acquérir un certain nombre de data, de ressources. Le deuxième, c'est donc la signature de la charte, et on a un pôle conseil et formation qui va proposer aux employeurs qui le souhaitent du conseil, de la formation très personnalisée en fonction des besoins qui sont exprimés par les employeurs. Est-ce que tu veux compléter? Guillaume aussi, tu peux compléter peut-être? Oui. En complément, le baromètre, c'est aussi un outil opérationnel, puisque au-delà de la partie qu'a évoqué Julien et des chiffres qu'on vous a présentés aujourd'hui, les entreprises et les employeurs dans leur globalité ont aussi accès à leurs résultats personnalisés. Donc ces résultats personnalisés leur permettent de se comparer par rapport au secteur d'activité, par rapport aux chiffres du Padel France, par rapport aux autres employeurs engagés, signataires de la charte de L'Autre Cercle. Et ça leur permet, avec ces chiffres-là, de décliner leur plan d'action, d'identifier les priorités sur leur population, sur la situation de leur population, la localisation de leur population, parce qu'il y a une granularité assez importante. Et puis également de voir si c'est plutôt des actions de sensibilisation, si c'est des actions plutôt sur la thématique de l'homosexualité, sur la thématique des orientations, des identités de genre. Enfin voilà, c'est vraiment un outil opérationnel pour les employeurs. Cette année, justement, on a doublé le nombre d'employeurs qui accèdent à leurs résultats personnalisés.
majoritairement des grands groupes, donc ça a un impact aussi, après, comme l'évoquait Catherine, sur l'ensemble de leurs parties prenantes, pas uniquement leurs collaborateurs et collaboratrices. Donc voilà, au-delà des éléments de sensibilisation, on propose aussi au niveau de l'autre cercle cet outil pour décliner des politiques opérationnelles sur la lutte contre les LGBT-phobies. Et puis on est présent dans 10 régions, donc c'est aussi l'intérêt d'avoir très tôt d'essayer de se déployer sur le territoire pour être au plus près effectivement des entreprises et des administrations publiques ou collectivités. La charte, tout le monde ne la signera pas, d'abord parce qu'on n'est pas assez nombreux pour en faire signer beaucoup, parce qu'on y passe du temps. Hein. C'est beaucoup d'entretiens, ça ne se fait pas du jour au lendemain. En revanche, ce qu'on attend de nos signataires, c'est qu'ils travaillent dans leur propre filière. Les banquiers avec les banquiers dans le monde de la banque, ah, c'est le cas, les assureurs, le monde de l'énergie, les collectivités locales, parce qu'on a quand même pas mal de collectivités, de familles politiques différentes d'ailleurs, qui sont signataires ou resignataires. Et on compte aussi beaucoup, c'est le fameux écosystème, les parties prenantes, c'est comment on déroule dans un domaine. La question des pratiques, les assureurs, voilà, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait un impact sur la question de la retraite pour des personnes qui avaient fait leur transition, qui étaient 0 ans auparavant et qui étaient des femmes aujourd'hui, pour lesquelles on n'avait pas, par exemple, pas pris en compte les années effectivement de service militaire. Donc si on ne forme pas les courtiers là-dessus, ils ne vont pas y penser. Et comme c'est une femme, c'est une femme. Mais il se trouve qu'elle a fait son service militaire avant, et que comme ça n'apparaît pas, parce qu'il y a des changements effectivement du fait de sa situation. Donc voilà, il faut à chaque fois, nous, notre rôle, c'est d'embarquer des signataires de toute nature, qui sont capables de bouger et que ça ruisselle, hein, c'est un mot qui est encore un peu à la mode, je crois, autour effectivement de leur environnement économique, pour qu'il y ait un maximum de choses qui soient faites directement. On ne pourra pas tout faire de toute manière. Nous sommes des bénévoles, même si le pôle conseil formation sont adhérents de l'autre cercle, mais ce sont des formateurs et des consultants de métier. Hein, ce ne sont pas des bénévoles de qualité qui peuvent faire des formations, ce sont des professionnels. Mais pour tous les autres, ce sont des bénévoles tout court, qu'on fait en plus de nos propres activités. On recrute, hein. Venez, hein. Oui, c'est vous ouvert. pouvez adhérer à l'autre cercle. Vous pouvez adhérer à l'autre cercle, à titre personnel. On recrute un maximum de personnes, mais on ne va pas embarquer les 3 400 000 entreprises, on ne va pas embarquer les milliers de collectivités, on ne va pas embarquer toutes les administrations. 20% des Françaises et des Français travaillent dans la fonction publique. Donc à un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait des cliquets qui se passent à un autre niveau. Chambre de commerce, chambre de métier, fédération professionnelle, organisation syndicale. Il faut que les grandes organisations prennent le sujet vraiment par le corps. Renégociation de l'ANI, par exemple, dans le cadre syndical. C'est là aussi que ça va jouer. Et nous, on donne les éléments parce qu'on a les compétences, on a les expertises. Puis on market des choses qui soient exploitables pour des employeurs publics et privés. Puis à un moment donné, voilà. Nous ne sommes pas l'État et on ne remplacera pas l'État. Merci beaucoup, Catherine. Alors, le temps passe. Il est déjà 24. Il y a peut-être une dernière question. Et promis dans la salle, on reste là après. Donc vous pourrez nous poser votre question. Quelle est la dernière question en ligne? Quand pourrons-nous avoir accès aux résultats? Mais c'est une excellente question, Guillaume. Merci beaucoup pour cette question. Alors, pas plus tard que dans 6 minutes, 18h30, ça sera disponible sur les réseaux. Et pour les personnes qui sont présentes dans la salle, ça sera distribué à la fin, la plaquette de synthèse des résultats du baromètre. Merci beaucoup Catherine, Guillaume. Je vais vous demander de rester avec moi encore, parce que je me dis, allez, essayons d'être nombreux et nombreux sur scène. Et je vais inviter Florian Barat, qui est président de la Fédération nationale de l'autre cercle, pour conclure cette conférence du baromètre 4e édition. Vous pouvez l'applaudir. Alors, monsieur le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, haine anti-LGBT+, cher Olivier, chers tous et toutes, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner les résultats du 4e baromètre LGBT+, réalisé par l'autre cercle en partenariat avec l'IFOP. Je vous remercie de votre présence et de votre engagement en faveur de l'inclusion des personnes LGBT+, dans le milieu professionnel. Ce baromètre nous offre une fois de plus un aperçu crucial de la situation des personnes LGBT+. Dans un environnement de travail, les résultats montrent des progrès, fruits de nos efforts construits et ceux des employés et employeurs ayant adopté la charte LGBT+. Néanmoins, il est évident que le défi demeure, notamment en ce qui concerne les discriminations, les agressions, surtout envers les personnes transgenres et non-binaires. L'autre cercle est actuellement en cours de mise à jour du guide transidentité. Quelle bonne pratique pour la DRH et les managers, afin de mieux répondre aux besoins liés à l'identité de genre, au travail. Nous attendons avec impatience la sortie de cette nouvelle édition prévue pour l'automne. Et vous pouvez nous soutenir en étant sponsor de ce guide.
Je tiens à exprimer ma gratitude envers l'IFOP, notre partenaire fidèle dans l'expertise, et son soutien essentiel à notre mission. Merci également à BMP et Alliance, qui démontrent publiquement leur engagement pour l'égalité. Un remerciement particulier à la DILCRA, qui est devenue un soutien clé pour notre association. Nous devons utiliser les données de ce baromètre pour identifier nos actions. Si certains chiffres s'améliorent, d'autres persistent, et ce qui souligne la nécessité d'une action collective pour éradiquer les discriminations LGBT-phobes en entreprise. Nous devons continuer de sensibiliser, de soutenir davantage d'organisations dans leur démarche d'inclusion. Chaque statistique présentée aujourd'hui doit nous inciter à agir. Les employés et les employeurs signataires de l'autre cercle s'engagent à rendre leur organisation plus inclusive. Ceci ne serait pas possible sans l'implication constante des salariés, des agents qui contribuent à faire avancer les organisations sur la voie de l'inclusion. C'est dans cet esprit que l'autre cercle met en œuvre la lumière, ces personnes inspirant à travers les rôles modèles. Un programme annuel qui permet de visibiliter leur action en faveur des thématiques LGBT+, dans le monde du travail. Je vous invite tous et toutes à poursuivre ce combat vers l'égalité, à rester engagés et à être des ambassadeurs de l'inclusion dans le milieu professionnel et au-delà. Votre dévouement est un phare qui éclaire notre chemin vers l'avenir. Un grand merci spécialement aux bénévoles et aux salariés, sans qui ce baromètre n'aurait pas pu voir le jour. Je tiens à remercier notamment Bernard Diem, André Faucon, Nicolas Gott, Sylvie Méziel, Didier Nicolas Serna, Flavie Noël, Raphaël Benaou, Marguerite Deladonde, M. Anne, Fanny Lamier et Guillaume Savoie, notre responsable du pôle, ainsi que Catherine Tripon, qui porte la voix de l'autre cercle depuis plusieurs années. Elle nous soutient, elle nous accompagne avec ses conseils et ses idées, continuant de piloter le pôle employeur avec Guillaume. Merci à chacun et à chacune. Merci aux présidents, coprésidents, secrétaires de délégation et adhérents de l'autre cercle qui portent chaque jour notre voix en région et permet de faire rayonner ces beaux projets dans toute la France. Pour finir, je tiens à remercier chaleureusement Julien Ami, responsable bénévole du projet Baromètre, qui a su reprendre et porter ce projet, répondant à toutes vos questions, sans compter ses heures, la gestion du projet, la qualité de l'analyse que vous avez pu découvrir. Merci à lui. Merci de votre présence, votre soutien à tous et toutes. Merci. Merci beaucoup Florian pour ces mots. Ça va être difficile d'enchaîner, mais du coup je vais laisser la parole à Catherine pour parler des prochains événements. Qu'est-ce qui va se passer? Et on est quasiment pile poil dans les temps. On va avoir une minute. C'est facile, hein, on va pas relire. Alors, re-signature collective, parce que maintenant c'est 2 fois par an. Tous les 3 ans, il faut effectivement re-signer la charte en ayant produit un bilan. D'ailleurs, avant l'été, nous aurons déréférencé quelques signataires historiques qui n'ont pas donné de nouvelles ou qui n'ont pas leur intérêt de re-signer. Voilà, c'est un choix. Là aussi, c'est pas la course à l'échalote. En tout cas, on ne pousse personne à signer, ni à re-signer. Il faut le faire un peu volontairement. Donc, ce sera le 13 juin, à distance. En l'occurrence, c'est Google qui nous accueille avec son président. Mais ce sera effectivement à distance. La grande soirée des rôles modèles LGBT+ alliés qui sera le 2 octobre. Et là, ce sera un événement, une conférence qui va se passer dans un hôtel près de la Porte Maillot. Ce sera suivi d'un dîner. Alors, entreprise, si vous voulez prendre une table, c'est le moment, parce que ça va être un moment assez sympa. Mais on en reparlera. Et puis, le troisième guide de la collection carrément, le guide sur la transidentité non-binarité, qui sortira à l'automne. On ne vous donne pas la date encore. Pas mettre de pression sur l'équipe. J'ai 2 membres du COPIL qui sont dans la salle. Voilà, il sortira effectivement à l'automne. Et puis, quand on va parler de 2025, de petites minutes, hein, on a 2 choses importantes, 2 programmes, un appel à projet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour lesquels nous allons produire un guide de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur à l'été 2025 et nous allons déployer la charte de l'enseignement supérieur à grande échelle. Et puis, programme européen de l'Union européenne qui est un programme que nous avons gagné avec d'autres associations
européennes qui sont un peu comme l'autre cercle avec qui nous avons cofondé l'association PBN. C'est l'autre cercle qui va piloter l'ensemble et qui va plus précisément gérer la création effectivement de rôle modèle au niveau européen. Il y aura également un projet, je crois, de mentorat de jeunes qui est plutôt porté par l'Allemagne, mais sur lequel effectivement l'équipe enseignement supérieur va travailler. Et ça va nous occuper pour l'année et demie qui vient. Ça va être bon, je pense. Oui, je pense qu'on va être bien occupé. Merci beaucoup. Pour clôturer, moi j'aimerais aussi remercier l'ensemble des intervenants et intervenantes qui sont venus. Donc vous avez la liste, donc Florian, Caroline, Olivier, François, Anelsa, Sylvie, Catherine, Pierre. Remerciements particuliers à Alliance qui nous a accueillis gracieusement pour cet événement. Donc merci beaucoup pour la qualité des moyens techniques qui ont été déployés pour nous. Merci à BNP et la DILCRA aussi d'avoir soutenu financièrement le projet. Et moi, un remercie très particulier pour l'ensemble de l'équipe parce que effectivement Julien a passé beaucoup de temps, mais sans l'équipe ça aurait pas été possible, ça aurait pas eu un projet avec la même saveur. Donc je vais inviter Florian, Raphaël, Marguerite, Bernard, André, Nicolas, M, Fanny, Sylvie, Didier, Flavie, Guillaume et Catherine qui sont déjà là, de monter sur scène pour la photo finale. Et merci à vous d'avoir été présente aujourd'hui. Et je crois qu'il y a une suite, il y a un verre de l'amitié. Donc merci beaucoup à vous pour votre présence. Et alors j'attends que tout le monde soit installé parce que j'ai encore un truc à faire. J'ai une commande. Ok, et n'oubliez pas de prendre votre guide avant de partir, la synthèse. J'ai une commande, mon cher Julien. Vas-y. De la part de la team qui a bossé